Michel Collin, qui est entomologiste. Alors l'entomologie, c'est cette science qui étudie les insectes. Bonjour Michel Collin. Bonjour Radio Sud, effectivement, c'est la science qui étudie les insectes, effectivement. Alors c'est très intéressant, on fait ça dans le meilleur des cas, moi j'adorais ça à l'école. Après j'ai un peu laissé tomber, mais du coup il m'en est resté quand même quelques connaissances qui m'évitent de trop me stresser. Est-ce que c'est un message déjà à envoyer, Michel? Mieux connaître, c'est avoir moins peur. C'est effectivement mieux connaître, avoir moins peur, et c'est aussi de l'autre côté, apprendre à connaître avant de tuer. C'est une science, ouais. Avant tout. On n'est pas là effectivement pour faire de la grillade d'insectes en parallèle, quoi. Puis bien reconnaître un insecte qui n'est pas une araignée. Même si on parle d'élevage de criquets et de vers de farine pour répondre au manque de protéines dans l'avenir, ça doit vous faire frémir de voir tous ces insectes qu'on va manger bientôt. Non, parce qu'on a déjà démarré l'entomophagie en Bretagne. Ouais. On a déjà fait des études là-dessus. On a même fait un mariage avec une pièce montée en criquet. Donc, oui. Une pièce montée en criquet. Hein, ça devait faire un joli bruit au moment où on croquait dedans. Bon, Michel Collin, pour être plus sérieux, Morgane me parlait tout à l'heure de 2 cas de décès en Lorraine suite à des piqûres de guêpes. C'est ça, Morgane? Oui, c'est exactement ça. Des 2 hommes mortellement piqués. C'est le Républicain lorrain qui avait titré là-dessus la semaine dernière, piqué par une guêpe. C'est à 2 endroits différents. Ces hommes souffraient d'allergies. Oui, donc ils ont fait le fameux la guêpe, et du œdème de Quink, ou je ne sais pas. Quels sont les risques? D'abord, on va parler des guêpes, puisque cette actualité nous y oblige, Michel Collin. Quels sont les vrais risques à se faire piquer par des guêpes? Le vrai risque, effectivement, c'est pas la contamination, moi c'est le côté du venin, qui est quand même assez puissant, qui est irritant, et puis qui fait qu'effectivement, à l'endroit où ça peut être stratégique, ne serait-ce que s'il tombe dans un verre et vous avalez ce qui est dans le verre, là, effectivement, vous avez toutes les muqueuses qui vont être attaquées rapidement, et là, vous faites un étouffement, un œdème, effectivement, et là, c'est assez compliqué. Faut bien vérifier tout ce qu'on fait. Et là où c'est encore le plus tragique, c'est celui qui mange des fruits sur un étal de marché où il y a déjà des centaines de guêpes qui se baladent dessus, et qui là, effectivement, eux piquent aussi bien le fruit au moment où ils mangent, parce que le venin, faut qu'il ressorte aussi sans avoir à la piquer. Donc le fruit a été piqué et ensuite on le mange? Eh ben voilà, il y a des choses qui peuvent être de ce côté-là aussi. Ah oui, ça veut dire sans être piqué soi-même, si on ingère du venin, venant au contact des muqueuses, ça peut avoir la même réaction. Bien sûr, mais serait-ce que même dans des pâtisseries, parce que dans les boulangeries d'aujourd'hui, pâtisseries, vous voyez que c'est très alléchant pour le regard de l'humain, mais c'est aussi très nutritif pour la guêpe, et notamment, entre autres. Et donc, effectivement, là, on retrouve des guêpes qui se promènent, qui mangent la compote et les pommes qui sont dessus, et le dard, il se promène dessus, et naturellement, il a aussi des efflorescences de venin qui viennent se coucher sur le gâteau. Alors, et Michel Collin, comment explique-t-on que les guêpes soient plus nombreuses en été? Déjà, revenons sur les bases, s'il vous plaît. La chaleur? Oui. Il y a la chaleur, il y a un réchauffement climatique d'une part, et puis il y a aussi cette déshydratation en parallèle de l'assèchement des choses qui font que les végétaux eux-mêmes se déshydratent, et là on a une matière de cellulose irrévocable pour construire les nids. Et donc là effectivement ils ont beaucoup de plasticité parce qu'ils ont moins à malaxer la pâte qui tire effectivement du bois, et donc va faire que là ils vont avoir des nids en construction rapide et plus facile, et puis un peu partout. Bon, les guêpes, ce sont des hyménoptères, si mes leçons sont pas trop loin, c'est ça? Tout à fait, avec des ailes effectivement à membrane. Comme le frelon? Oui, tout à fait, pareil. Alors, le frelon aussi recrudescence, on a parlé de ce fameux frelon noir, là, ce frelon venu d'Asie. Oui, tout à fait. En fait, il est invasif dans le sens qu'il tue nos frelons européens parce qu'il est plus puissant, plus agressif, c'est le seul prédateur? C'est pas uniquement que là. En fin de compte, c'est pas une histoire de concurrence ou de territoire entre frelons. C'est que le Volstena, entre autres le frelon asiatique, a cette particularité de pouvoir tuer nos abeilles. Il décapite l'abeille et il emmène le thorax de l'abeille dans son nid pour compléter effectivement, se nourrir et puis compléter effectivement par la matière de la cuticule, donc la partie externe du corps de l'insecte, pour favoriser un petit peu le béton dans le cadre de la rigidité de son nid.
Parce que la carapace d'une abeille, comme la plupart des insectes, c'est de la chitine, comme une crevette. Oui, ou une cuticule qu'on appelle couramment. Oui. Et donc effectivement, c'est un exosquelette. Et donc cette patte-là, entre guillemets, c'est un petit peu nos os. C'est l'ossature de l'insecte. Et donc cette ossature-là, elle est très dure. Et donc par cette malaxation, on en fait un mélange. Pour le nid des Il construit sa maison avec le corps des abeilles. C'est assez morbide, dit comme ça. C'est morbide vu des insectes surtout. Hein. Pourquoi le frelon est-il plus dangereux pour l'homme que les guêpes, par exemple? Le frelon, déjà, il est moins agressif envers l'homme, sauf si bien sûr on arrive à proximité de ces endroits où il est. Parce que le frelon, il a cette particularité en général, il cherche pas lui à construire réellement des nids. Il essaye d'utiliser des nids qui existaient déjà antérieurement. C'est un peu le coucou des insectes, le coucou des hyménoptères. Il pique le nid des autres. Voilà, ou des nids désaffectés, sans avoir enlevé l'occupant. Et donc là, effectivement, on retrouve dans des troncs d'arbres, des vieux troncs d'arbres de chêne notamment, parce que c'est pas dans des résineux qu'il va aller, il va surtout aller sur des feuillus. Et là, on va le retrouver à l'intérieur des chênes, dans les cavités des chênes et à proximité de là. Et là, l'avantage qu'il a, il n'a pas de nid à construire. C'est carrément le tronc de l'arbre qui lui fait toute sa colonie. Et ça sauve quelques guêpes, quelques abeilles au passage. Oui, voilà. Si on peut. Avec nous en ligne également Stéphane Gaillet, qui est médecin infectiologue au CHU de Strasbourg. Bonjour, docteur Gaillet. Bonjour. Alors, vous avez entendu votre confrère entomologiste nous parler déjà des hyménoptères, guêpes et frelons, qui sont un peu les angoisses les premières angoisses de nos auditeurs, de nos étés avec les moustiques. Est-ce que vous, de votre côté, vous voyez une recrudescence d'arrivée de patients aux urgences sur des cas de piqûres de ce genre d'insectes? Les piqûres d'hyménoptères ne donnent pas lieu souvent à des passages aux urgences. Non. Seules les personnes présentant une allergie au venin d'hyménoptère développent des formes qui peuvent être très graves, voire mortelles, et qui, dans ce cas, entraînent effectivement un passage aux urgences. Mais la prévalence des gens qui sont allergiques au venin d'hyménoptère n'est pas très importante. Il s'agit typiquement de personnes qui ont un terrain dit atopique en général, c'est-à-dire un terrain allergique et qui ont déjà présenté des allergies dans l'enfance. Donc ils le savent en général. Ils sont prévenus. En général, ils le savent. Oui. Il peut arriver que une piqûre de guêpe ou de frelon soit inaugurale, c'est-à-dire soit l'occasion de la découverte d'une allergie. Mais généralement, ils le savent et les personnes qui sont allergiques au venin d'hyménoptère portent en permanence sur eux une seringue pré-remplie d'adrénaline avec des antihistaminiques comme le cétrizine et puis des corticoïdes. D'accord. Et l'adrénaline permet de leur sauver la vie. Parce que la grande allergie, ce qu'on appelle l'anaphylaxie, se manifeste... Le fameux choc. Oui, l'état de choc, là, c'est déjà tardif. Il y a une chute de la tension, de la pression artérielle, il y a un œdème généralisé, un changement de coloration, des difficultés respiratoires, un malaise général, une obnubilation, c'est-à-dire que la conscience est déjà altérée. Et puis, des difficultés respiratoires. Un impact global du coup. Dis donc, vous nous tracez un tableau qui est pas... Mais ça ne concerne qu'une petite partie de gens qui sont extrêmement sensibles. Restez avec nous, docteur Gaillet, Michel Collin. On va se retrouver dans une minute après cela pour continuer à évoquer les risques et surtout peut-être les solutions. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio, les routes de l'été, 10h midi, Vincent Ferniaud. Avant de nous balader du côté de l'Atlantique, on se pose des questions partout où l'on soit. Des petites bébêtes qui peuvent gâcher un peu vos vacances, mais les gâchent-elles tant que ça? C'est ce qu'on demande ce matin à Michel Collin, qui est entomologiste, et au docteur Stéphane Gaillet, médecin infectiologue au CHU de Strasbourg. Alors, Michel Collin, on va un peu laisser tomber les hyménoptères. On a compris que guêpes et frelons, c'est surtout si on a un terrain allergique, ou en tout cas
cas sensible et qu'en général on le sait à l'avance. Parlons un peu du number one sur le podium des emmerdeurs, le moustique. Alors je ne parle pas, Michel Collin, du côté épidémie avec le moustique tigre, le chikungunya et la dengue, etc. On parle vraiment de la piqûre de moustique et surtout on va dire de la carte, de la géographie du moustique en métropole. Oui, là, il n'y a pas de souci, effectivement. Il est partout. Il est omniprésent partout, et même là où on ne le voit pas, il est caché, et il attend patiemment que sa petite viande arrive à portée de son reste pour venir piquer. Alors, le moustique, d'abord, sa larve vit dans l'eau, donc on dit toujours, essayez de ne pas garder de l'eau stagnante dans vos jardins, etc., parce que c'est un bonheur pour lui. Est-ce que c'est réel, ça ? Oui, bien sûr, tout à fait. Là, il n'y a pas de souci. C'est même quelque chose qui est à proscrire et à éviter aussi. Mais il n'y a pas que dans les gouttières, il n'y a pas que effectivement dans les cours d'eau et autres. Le moustique se développe aussi dans des endroits où on ne le soupçonne pas et là où effectivement on le nourrit sans le vouloir. C'est les sanitaires publics, c'est les sanitaires de camping qui sont lavés à l'eau de javel, qui est un désinfectant, mais pas un désinsectisant. Donc, il y a une petite notion là aussi qui est assez anecdotique. Mais ça ne gêne pas le chlore. La javel attire le moustique carrément, non? Oui, c'est comme l'ammoniac, c'est des substances qui les attirent, et notamment des urines humaines dans un sanitaire attirent effectivement le moustique par l'odeur, et il attend patiemment qu'il y a quelqu'un qui vienne refaire quelque chose là-dessus, et puis il va profiter de la personne qui est là pour le piquer. Et peut-être piquer à un endroit qui est pas très supportable. On dit faire pipi sur le gazon pour embêter les coccinelles, mais ça aide pas les moustiques. Au contraire. Michel Collin, ce moustique. Alors parlons de sa piqûre. Lui, il ne pique pas avec du venin, il pique pour se nourrir. On est d'accord? Oui, tout à fait. Il a cette particularité au niveau de son rostre, qui est sa bouche, qui fait qu'effectivement, il injecte une substance qui est un anticoagulant. C'est ça. Qui liquéfie complètement votre sang, peu importe le rhésus, il va l'accepter, le malaxer avec cet anticoagulant. Il se fait un smoothie, quoi. Ce breuvage. Il se fait un smoothie dans votre veine, quoi. Oui, voilà, complètement. Oui, ça fait un apéro à toute heure. Et on dit souvent qu'il nous désinfecte, en fait, et c'est pour ça qu'on a la sensation de brûlure ensuite et de piqûre. C'est le cas ? C'est le cas, mais cette réaction-là chimique, vous l'avez souvent 48 heures après. Là où vous avez la réaction où ça vous démange et que ça vous gratte, contrairement à la chanson où ça vous gratouille, là ça vous chatouille pas. Mais c'est vrai que c'est désobligeant et c'est vrai que plus on gratte, plus ça démange de plus en plus parce que vous faites un appel sanguin qui favorise effectivement une inflammation, quoi, micro-inflammation. Voilà, exactement. Voilà. Alors, docteur Gaillet, pourquoi cette micro-inflammation? Pourquoi à cet endroit-là? Et comment la calmer et la résorber? La micro-inflammation, comme cela a été dit, elle est liée aux substances que le moustique injecte, notamment sa salive, qui ont des vertus anticoagulantes. Et c'est très irritant. Ça provoque sacrément, la rougeur. Oui, la rougeur et les démangeaisons. Est-ce qu'on s'immunise contre ça si on est piqué? Je pense justement aux entomologistes qui travaillent en milieu avec des moustiques qui se font piquer énormément, qui se font piquer pour les analyses. Est-ce qu'on finit par s'immuniser, par se mitridatiser en quelque sorte? À ma connaissance, il n'y a pas d'immunisation contre la salive du moustique, contrairement à ce qui existe avec la gale. Mais la gale, ce n'est pas un insecte, c'est un acarien. Oui, comme les tiques, et on en parlera tout à l'heure. Oui. Dans la gale, il y a une immunisation contre la salive, mais cette immunisation, elle est en fait défavorable. Docteur Gaillet, excusez-moi, j'essaye de donner des solutions pratiques, mais à une époque, je sais que ça se vendait beaucoup, les aspi-venins, vous savez, ces espèces de pompes à venin. Est-ce que c'est utile, par exemple, contre le moustique, une fois qu'on s'est fait piquer? Aujourd'hui, on ne les conseille plus tellement. Ça a été très en vogue. Ça a été très en vogue également après les morsures de serpents. Et aujourd'hui, les spécialistes des serpents ne les conseillent pas, et vis-à-vis des moustiques non plus. Ni des guêpes, ni des frelons, comme on en parlait tout à l'heure. Donc, au fond, ça sert à rien de vouloir extraire la substance. Il ne faut surtout pas presser. Surtout pas presser, ça a été recommandé pendant des années de presser pour essayer de faire sortir le maximum de venin. Surtout pas, parce qu'on aggrave la situation. En pressant
la pression exerce une inflammation qui, au contraire, favorise la diffusion des substances irritantes et du venin quand il s'agit d'un venin, comme avec les hyménoptères, frelons, guêpes et abeilles. Mais par exemple, Morgane me disait hors antenne, est-ce qu'on met du vinaigre, le fameux vinaigre blanc, ou est-ce qu'on a des piqûres qui sont ce qu'on appelle thermolabiles, je crois, c'est-à-dire approcher une cigarette incandescente parce que la chaleur peut atténuer le venin? Non, à ma connaissance. À part la vive sur les plages, mais c'est pas un insecte, c'est un poisson. Mais en tout cas, est-ce que c'est pas recommandé non plus. Est-ce que le vinaigre c'est bon, par exemple, sur les venins d'hyménoptères? Le vinaigre est un acide faible. Je ne crois pas que ça puisse avoir un effet... C'est remède de grand-mère, ça, un peu. Hein. Oui, peut-être un effet un peu apaisant, mais je ne pense pas que ça a été démontré. Ce qui est important, en revanche, c'est de désinfecter la plaie, enfin, c'est-à-dire le point de piqûre, parce que il y a toujours la possibilité d'introduction de bactéries, ne serait-ce que des bactéries de la peau. Une surinfection, quoi. C'est ça, les bactéries de la peau, comme des staphylocoques, des streptocoques. Étant donné que ces piqûres sont profondes, assez profondes, il y a un risque d'inoculation de bactéries initialement présentes sur la peau. Donc on désinfecte. Ou présentes dans les glandes salivaires. Donc désinfecter dans un premier temps, et dans un deuxième temps, comment on soulage cette sensation de démangeaison, de brûlure? On met de l'onctose. Alors, tout dépend des sujets, parce que, bon, avec les enfants, les femmes enceintes, il faut se faire attention aux produits que l'on utilise. Des antihistaminiques font partie des produits les plus efficaces, puisque ces réactions qui se traduisent par un prurite, une démangeaison, mettent en général... Qui peut se prolonger longtemps, hein. Oui, ça peut se prolonger plusieurs jours. Ça met en général en œuvre une libération d'histamine. Donc les antihistaminiques, soit par voie générale, cétrizine, soit par voie locale, il existe des pommades à l'histamine, peuvent permettre un apaisement. Et se gratter, c'est mauvais ? C'est ce que font les mammifères, hein. Quand ils se font piquer, ils se grattent. Donc c'est un phénomène naturel. Le grattage est une réaction naturelle, mais elle est préjudiciable, puisque au contraire, elle aggrave les lésions et elle entraîne ce qu'on appelle des lésions de grattage qui, elles, peuvent donner lieu à une infection. Infection et cicatrice ensuite. Voilà. Avant la piqûre, il y a une méthode aussi assez efficace, Vincent, c'est ne pas se faire piquer et donc se débarrasser de ces insectes. On a avec nous Michel Collin, entomologiste. Lui, il veut pas les tuer, les insectes, hein, parce que peut-être, c'est son travail de les étudier, donc il a une certaine proximité, peut-être même une affection pour les insectes. Donc vous préférez, vous, les écarter? Comment on peut faire, Michel? Il y a deux solutions. Déjà d'une, c'est que si vous avez des moustiques, c'est parce qu'on n'a plus d'hirondelles. L'hirondelle, c'est son mets préféré, c'est son mets de choix. Quand elles reviennent d'Afrique, elles sont très lourdes et elles sont ras des cours d'eau, des océans. Et effectivement, dans son plumage, en récupérant dans des filets par des systèmes, on s'est aperçu qu'il y a 4 fois son poids en moustiques dans son plumage. Et qui lui sert de nourriture pour pouvoir traverser l'océan. Elle garde ses encas sur ses plumes. Elle se les colle entre les plumes. C'est pas mal, ça. Et elle les mange fur et à mesure qu'elle a besoin, son petit garde-manger. Voilà, c'est sa petite sacoche. Alors, pas d'hirondelles. Ok, bon, d'accord. Retour des hirondelles. S'il n'y a plus d'hirondelles, il n'y a plus de moustiques. Et s'il n'y a pas de moustiques, il n'y a pas d'hirondelles. Enfin, c'est une chaîne alimentaire, en fin de compte. Il vaut mieux mettre, je vais aller un peu en raccourci, mais il vaut mieux mettre des moustiquaires devant ses fenêtres que d'utiliser des bombes anti-moustiques. Tout à fait, parce que là, les bombes anti-moustiques, d'une part, si vous les mettez le soir, pensant qu'il va se promener dans la nuit, le souci que vous allez avoir, c'est tout ce gaz qui est parti en émergence du flacon, qui est un gaz assez dangereux, que vous allez respirer et inhaler la nuit. Et là, le matin, vous avez un petit peu la gueule de bois, vous avez vraiment le mal de crâne qui vous prend, et qui est un autre problème de l'été. Et on se dit, j'ai dû profiter trop de l'apéro chez le voisin, j'ai mal au crâne. C'est dû, effectivement, à ces bombes aérosols qui font que le lendemain matin, vous avez respiré tout ce gaz-là, et puis qui vous a fait des nuisances complémentaires, quoi. Michel Collin, un petit raccourci, mais on dit, enfin moi j'écoute ce qu'on me dit depuis longtemps sur le sujet, ça sert à rien d'éteindre la lumière contre les moustiques parce que les mouches sont attirées par la lumière, mais le moustique par le gaz carbonique que vous respirez, enfin que vous expirez.
Voilà, tout à fait. D'où le pourquoi, effectivement, tout ce qui était nos remèdes de grand-mère à se mettre des géraniums, des choses comme ça pour répulsif du moustique, sont des choses qui étaient utiles. Maintenant, c'est déconseillé dans beaucoup de choses à cause du gaz carbonique dégagé aussi par les plantes. Donc c'est pour ça que c'est tout un facteur. Mais il y a des choses comme de la menthe, un bon bouquet de menthe que vous mettez dans une pièce, va vous désodoriser la pièce et en fin de compte faire un répulsif. Ah oui, en fait, ça masque un peu nos exhalaisons à nous. L'odeur de la menthe. Il y a un autre sujet c'est vrai que le temps passe vite, on pourrait y passer des heures, Morgane. Il y a un sujet qui m'intéresse particulièrement parce que Dieu sait que j'en parle souvent à mes enfants. Ce sont les araignées domestiques. Alors, je sais que tout le monde a peur de cette grosse tégénaire, là, cette grosse araignée qu'on voit partout. C'est pas un insecte, hein, ce sont des araignées. Vous les connaissez aussi. C'est pas une araignée dangereuse, celle-là. Au contraire, elle mange plutôt des nuisibles. Oui, tout à fait. Mais il y a toujours cet effet de psychologie aussi qui fait qu'une araignée, ça pique, ça mord. Et on n'a aucune araignée qui pique ou qui morde et qui soit mortelle sur le territoire français. C'est bien de le dire. Rappelons-le. Moi, j'ai eu à une époque des migales en élevage. Je les manipulais sans aucun souci. J'avais aucun risque de quoi que ce soit. Donc, le fait du subconscient fait que c'est une araignée, c'est un seul, c'est propre. Et puis même pour des gens qui arrivent chez toi, tu as des araignées. Disons, ta femme de ménage, elle vient pas souvent. Alors que justement, c'est ces araignées qui vient faire le ménage de celui qui le fait pas. Rendons la gloire aux araignées. Revenons au sujet, au début de cette émission, on parlait de guêpes. Avez-vous une solution pour déplacer un nid de guêpe sans risque, Michel Collin ? Il y a plusieurs solutions sans avoir appel à un désinsectiseur, parce que ça existe aussi. Là, il y a un peu de tout et tout à la fois. Dans le temps, on avait les pompiers qui étaient habilités pour le faire, mais maintenant, c'est vrai que le contact, c'est compliqué. Alors, ce qu'il faut déjà dans le préventif, si vous avez une pelouse à tondre ou autre, avant de tondre quoi que ce soit dans la pelouse, faites un tour du périmètre, voir si vous n'avez pas un ancien tout de taupe ou autre qui est dans le sol, parce que là, les guêpes adorent se nicher aussi sous terre. Ah, elles sont pas qu'en hauteur, hein, parce qu'on a toujours tendance à penser qu'elles vont être dans des encoignures, dans les hauteurs. Non, pas du tout. Voilà, parce que les polistes qui sont une autre variété de guêpes qui va derrière les volets ou dans les stores déroulants s'installer là, mais c'est des petits camemberts qui sont à l'air libre. Hein, les polistes, c'est une guêpe aussi, mais qui est pas du tout plus agressive que ça. Mais si on va trop autour, effectivement, la colonie se met à vous parcourir dessus. Donc, alors, j'ai vécu ça avec mon barbecue. Hein, le couvercle, il y avait 3 nids de guêpes, des petits nids, gros comme une boule de pétanque à peu près. Et je me suis fait piquer d'ailleurs au moment où j'ai rouvert le barbecue. Alors, comment déplace-t-on, enlève-t-on ce fameux nid ? Il n'y a pas de cause à effet, on peut pas vraiment le déplacer. Bon, il y a des petites choses qui peuvent être faites si on veut conserver l'animal, mais en général, on n'essaye pas de le conserver, ce genre d'animal. Donc, c'est vrai que là, il y a de la neige carbonique qui est évaporisée très vite au soleil tombé. Donc, là où le nid commence à s'endormir, tout le monde est rentré, donc il n'y a plus rien à rentrer ni à sortir. Donc là, effectivement, la particularité de ça, c'est de mettre de la neige carbonique au maximum pour redescendre la température du nid qui peut monter à 40 et quelques degrés. Et donc là, avec la neige carbonique, vous arrivez en dessous de 0, et donc là ils sont en léthargie totale, elles ne bougent pratiquement plus. Dans un sac poubelle, quoi. Voilà, vous mettez ça dans un sac poubelle en coupant avec une lime à métaux, une lame de scie à métaux. Là vous coupez au ras de là où est posé le chose, et puis il tombe dedans, et là vous émettez le feu. C'est la méthode. C'est du bois, hein, c'est pas du tout. Oui, c'est de la cellulose, un nid de guêpe. Mais les guêpes, non, c'est du papier. Du papier. D'accord, du papier. Frelons, en général, du carton, c'est surtout les frelons. Voilà, c'est moins dur que le nid de frelons. Très bien, la neige carbonique, on notera l'astuce pour ceux qui sont envahis de nids de guêpes. On manque pas de questions, hein. C'est ça qui est terrible sur les insectes, parce que tout le monde connaît cela. Merci Michel Collin, entomologiste, merci Stéphane Gaillet, médecin infectiologue. Alors, vous savez quoi, avant la fin de ces routes de l'été, on vous rappelle pour faire un spécial tic, parce que là c'est un sujet à part entière, les tiques, lors de nos randonnées, de nos balades en forêt, etc. Et toute l'année d'ailleurs. Et toute l'année, pas seulement en été, mais on va parler aussi de réchauffement climatique et peut-être de déplacement des colonies de tiques à la faveur justement des changements climatiques. Merci messieurs. Allez, on va partir nous pour l'Atlantique, prendre un peu de fraîcheur, s'il y en a encore. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio.